Au début du 36e millénaire, la terrible période de guerre civile interstellaire, connue comme l'âge de l'apostasie, consume l'impérium de l'humanité. Elle prend racine dans le terreau fertile que constitue la fin du temps des empires jumeaux, ou Nova Terra Interregnum, la pire scission qu'a connue l'impérium depuis sa fondation. Cette guerre se déclenche à l'issue de siècles de conflits de pouvoir entre l'Administratum et l'Adeptus Ministorum, que ce dernier finit par remporter, en imposant son dirigeant, l'Ecclésiarque, comme le personnage le plus important de l'impérium après l'empereur. Aux alentours de la 200e année du 36e millénaire, l'ensemble des pouvoirs est concentré entre les mains d'un seul homme, l'Ecclésiarque Gosh-Vandir, un haut seigneur de Terra qui est également le maître de l'Administratum. L'impérium va alors lentement s'enfoncer dans la guerre civile, tandis que Vandir entreprend de le diriger selon sa propre vision, en lieu et place de la volonté de l'empereur. Les massacres qui auront lieu et le zèle religieux qui sera manifesté durant l'ensemble de cette période seront la cause d'un archivage et d'une datation des différents événements plus que lacunaires par les historiteurs impériaux. Bien que les dates exactes seront oubliées par l'histoire, elle retiendra la durée de l'âge de l'apostasie, qui s'étendra sur un demi-millénaire et qui sera composé de deux périodes majeures, qui seront connues comme le règne du sang et la peste de l'incroyance. Le règne du sang prend sa source au début du 34e millénaire, lors des prémices des premières luttes de pouvoir entre l'Adeptus Ministorum et l'Adeptus Administratum. Il couvre la lente décadence de la raison au profit du zèle religieux et l'essor du Ministorum et de ses représentants au fil de leurs intrigues politiques. Les graines de l'hérésie sont plantées dès le 34e millénaire, lorsque l'Adeptus Ministorum se saisit pour la première fois du pouvoir presque total. Bien avant que la sédition ne donne naissance à l'Urconcile de Nova Terra, l'Ecclésiarchie s'assure déjà que les citoyens de chaque monde de l'Impérium se soumettent au credo de la foi impériale et payent sa dîme, financière et spirituelle, à ses représentants assermentés. Sur de nombreux mondes, la tentation du pouvoir est trop forte, et des cardinaux corrompus ne tardent pas à déformer la parole de l'empereur pour servir leurs propres desseins. Sur le monde trône, le Ministorum exerce un tel pouvoir qu'il commence à dicter les actions du Senatorum Imperialis et des hauts seigneurs de Terra eux-mêmes. Pour la première fois, l'Ecclésiarque est vu comme s'exprimant avec l'autorité de l'empereur Dieu en personne, tandis qu'il influence chaque aspect de la gouvernance de l'Imperium. À partir du 35e millénaire, l'Administratum, à travers une série de machinations qui desserviront in fine l'Imperium tout entier, parvient cependant à regagner une partie de son influence perdue. Par l'infiltration de certains de ses fidèles serviteurs au sein de postes clés à travers la galaxie, l'Administratum parvient à éroder le pouvoir croissant de son rival, en s'assurant également que les officiels que le Ministorum parvient à positionner à certains postes soient faibles, incompétents ou vénaux. Dans un effort pour renverser la tendance, l'Ecclésiarque Bénédine IV déclare que les échelons supérieurs du Ministorum vont être déplacés de Terra vers le monde d'Ophelia 7, une planète du Segmentum Tempestus, et l'une des plus riches de l'Imperium, après Mars et Terra. Un tel déplacement de la Sainte Synode vers Ophelia 7 n'est pas une entreprise aisée, mais s'avère tout de même payante. Séparé des machinations du Senatorum Imperialis par 10 000 années-lumière, le pouvoir du Ministorum s'épanouit à nouveau. La Sainte Synode devient une faction à part entière, et, libéré des interférences des autres hauts seigneurs de Terra, l'Ecclésiarque est en mesure de lever des armées et des flottes entières, dans le but de faire respecter l'influence croissante de l'Église d'État impériale à travers ces territoires. Ces forces armées, connues comme le Frateris Templar, rivalisent bientôt avec les forces militaires conventionnelles de l'Imperium,
et commencent à être redoutées partout où elles font leur apparition pour leur intégrisme religieux. 300 ans plus tard, vers la fin du 35e millénaire, Grégor XI est élu au rang d'ecclésiarque. Perçu par beaucoup comme un individu profondément spirituel, ne désirant seulement que les fidèles travaillent main dans la main comme une seule entité, Grégor annonce que la Sainte Synode va faire son retour sur son foyer légitime, situé sur la Sainte Terra, siège de l'empereur et cœur de l'impérium. Les cardinaux s'opposent majoritairement à cette décision, moins pour l'attachement du Ministorum envers Ophelia VII que pour le coût logistique astronomique qu'une telle entreprise représenterait à nouveau et qui puiserait profondément dans ses ressources financières. Rien ne fera changer d'avis au nouvel ecclésiarque et la relocalisation prendra une décennie solaire avant d'être menée à bien. Et celle-ci n'est rendue possible que grâce à une forte augmentation de la dîme du Ministorum. Malheureusement, Grégor XI est retrouvé mort peu de temps après, victime d'un empoisonnement alimentaire. La véritable raison de sa mort ne sera jamais découverte, car l'anarchie prend racine encore plus profondément dans les fondations du Ministorum, tandis que ses échelons supérieurs reprennent leurs activités d'antan, imposant toujours plus d'exigences déraisonnables à leur congrégation. Rapidement, des mondes entiers ploient sous la contrainte, leur population affamée afin de financer la reconstruction des palais de l'ecclésiarchie sur Terra qui avaient été abandonnés. Alors que la situation semble ne pouvoir s'aggraver davantage, l'Imperium tout entier est plongé dans un désespoir encore plus profond. Au début du 36e millénaire, la survenance de tempêtes Warp, qui coupent de vastes pans de l'Imperium du reste de ses territoires, s'accentue de manière exponentielle. Le bouillonnement du Warp se fait tel que de troublantes énergies émergent dans l'espace réel, rendant tout voyage autre qu'entre planètes du même système extrêmement périlleux. La gouvernance centrale des mondes de l'Imperium, auparavant limitée à des contacts périodiques dans le meilleur des cas, s'effondre complètement. Voyant leurs ennemis humains divisés, la myriade d'ennemis de l'Imperium se décide à frapper. Les légions traîtresses multiplient leurs incursions depuis l'œil de la terreur, faisant usage de leur sorcellerie blasphématoire afin de s'en prendre à des planètes coupées de toute aide extérieure. Les orques, quant à eux, traversent le Warp dans leur Space Hulk délabré, sans se soucier où les courants de l'Empyréan ne les rejettent, causant la dévastation dans des régions auparavant hors de leur portée. Les Drukhari, pour leur part, font usage de leur chemin à travers la toile pour naviguer librement à travers la galaxie et frappent partout où ils le désirent, traînant des millions de captifs hurlants jusqu'à leur royaume infernal de Komorag, afin de leur infliger des tortures et des mutilations telles qu'aucun homme sain d'esprit ne pourrait les imaginer. L'Imperium tout entier est pris dans un torrent apocalyptique fait de mort et d'anarchie. D'innombrables nouvelles sectes religieuses émergent, dont beaucoup proclament que leurs malheurs sont dus à l'Empereur Dieu, qui rendrait son ultime jugement à l'aube de la fin des temps. Aucun monde n'est épargné par l'anarchie, tandis que des populations entières se livrent à des scènes de plus en plus extravagantes et grotesques d'actes de repentance et d'autoflagellation. Quiconque tente de raisonner ces nouveaux prophètes de la fin des temps est déclaré hérétique, tandis qu'un monde après l'autre se déchire dans une orgie de bains de sang et d'actes de repentance violents. C'est dans ce contexte que Gosh Vandir devient le 361e maître de l'administratum, une position qu'il atteint par l'usage débridé de pots de vin, de menaces et d'assassinats. Il s'agit d'un fervent opposant au pouvoir de l'Adeptus Ministorum, contre qui Vandir complote depuis de nombreuses années. Juste avant son ascension au rang de haut seigneur de Terra, Vandir impose le choix de l'homme qui sera nommé à la tête de l'ecclésiarchie, afin de s'assurer que nul ne viendrait menacer ses plans pour l'avenir. Le nouvel ecclésiarque, Polis III, est probablement l'homme le plus faible à avoir occupé ce poste depuis sa création, et peu de temps après sa nomination, des rumeurs concernant ses nombreux actes de débauche dégénérés commencent à circuler parmi les plus hauts échelons des corps gouvernementaux de l'Imperium. Tandis que la confiance en l'ecclésiarque s'effondre,
Gauche-Vandir passe à l'action. Menant une bande de ses plus fidèles acolytes, le maître de l'administratum fait irruption au sein du palais ecclésiarcal, abattant quiconque essaye de lui refuser l'accès à l'aile personnelle de police. Lorsque Vandir et sa bande atteignent l'ecclésiarque, il sera dit plus tard que celui-ci est en pleine séance de débauche d'une telle gravité que si elle avait été révélée au grand public, la honte éternelle se serait abattue sur l'Imperium. Sans même qu'un procès ne soit tenu, Polis III est exécuté. Dans ce qui constitue un coup d'état audacieux, Vandir se proclame nouvel ecclésiarque, tout en conservant la fonction de maître de l'administratum, revendiquant le contrôle des deux institutions. Les jours suivants, le Haut Seigneur consolide son pouvoir dans une série de purges brutales au sein de la Sainte Synode. De nombreux cardinaux se contentent de s'enfuir avant même que les sbires de Vandir ne viennent pour eux, tandis que d'autres tentent d'organiser une résistance qui s'avérera futile, sinon courageuse. Ils sont massacrés, remplacés par de nouveaux cardinaux, soit si faibles qu'ils obéissent au doigt et à l'œil aux injonctions de Vandir, soit par ses fidèles suivants, qui partagent ses plans. À base de son pouvoir fermement établi, le Haut Seigneur Vandir est en mesure de donner libre cours à ses ambitions les plus extrêmes. Nul ne sait si Gauche-Vandir est déjà mentalement instable avant son accession au pouvoir suprême de l'Imperium, mais sa folie atteint de nouveaux sommets une fois son ascension réalisée. Le Haut Seigneur proclame qu'il s'exprime avec l'autorité de l'Empereur en personne, et qu'il communie avec lui lors des nombreuses absences et transes dans lesquelles il tombe régulièrement. Dès qu'il émerge de l'une d'entre elles, Gauche-Vandir entre dans une rage folle, exigeant que la moindre de ses paroles soit retranscrite par l'armée de scribes suspendus à ses lèvres, dans l'attente du moindre de ses mots. La plupart de ses édits défient la logique, Vandir entreprenant des actions violentes contre des franges entières de la population de l'Imperium. Durant cette période, Vandir a le plus grand mal à ramener l'Adeptus Astra Telepatica sous son contrôle. Le seigneur Phaedrus, le maître de l'Astra Telepatica, est un psyker puissant, totalement immunisé au charme et au charisme de Vandir. Phaedrus voit clair à travers le jeu du nouvel ecclésiarque et devine rapidement les véritables intentions du haut seigneur corrompu. Vandir réalise que Phaedrus utilise ses pouvoirs psychiques considérables pour toujours garder un temps d'avance sur lui, et que se contenter de l'assassiner ne résoudrait pas le problème qu'il lui pose, puisqu'il serait simplement remplacé par un puissant psyker aux aptitudes équivalentes. La neutralisation de Phaedrus exigerait un plan beaucoup plus sournois. Afin d'attirer Phaedrus dans un piège, Vandir utilise les compétences anti-psyker d'un assassin du temple Culexus afin d'annuler les aptitudes du maître de l'Astra Telepatica. Celui-ci, totalement démuni, est alors enfermé dans un système de support vital spécial, d'où l'assassin Culexus tranche définitivement le lien entre le Warp et le Psyker, le rendant incapable d'utiliser le moindre pouvoir psychique. Une telle opération aurait normalement dû coûter la vie à Phaedrus, mais grâce au système de support vital et à l'assistance d'un Magos Biologis corrompu, Vandir est capable de maintenir Phaedrus en vie. Dépouillé de ses pouvoirs psychiques, Phaedrus est totalement désespéré et commet plusieurs tentatives de suicide, toutes avortées. Vandir est toujours là pour lui retirer le couteau des mains ou défaire le nœud autour de son cou. À la fin, Phaedrus est totalement brisé et Vandir accomplit son objectif, prendre le contrôle de l'Adeptus Astra Telepatica. Si Phaedrus se soumet à sa volonté, Vandir promet de ne pas révéler la perte de ses pouvoirs psychiques à ses subordonnés, qu'il aurait immédiatement remplacés, ou pire, pris en pitié. Sa position de pouvoir gravement menacée, Phaedrus n'a d'autre choix que d'acquiescer à chacune des exigences hérétiques de Gauche-Vandir. La menace du maître de l'Adeptus Astra Telepatica écartée, Gauche-Vandir est libre d'affermir encore davantage sa prise sur le pouvoir. Le règne du sang atteint alors son paroxysme, tandis que le moindre opposant est exécuté sans procès, et que même les innocents ne sont pas à l'abri des crises de folie de Gauche-Vandir,
qui massacre son peuple sous couvert de révélations faites par l'empereur en personne. La peur et la paranoïa envahissent l'Imperium. Et dans un premier temps, la violence des Frateris Militia empêchera toute résistance sérieuse de s'organiser. Ni l'Adeptus Custodes, revêtant toujours la cape noire du deuil, de l'échec à protéger leur empereur bien-aimé, ni l'Adeptus Astartes, se tenant en dehors des affaires politiques impériales, devront intervenir dans les machinations de Gauge-Vandir, qui prend bien soin de les épargner lors de ces purges sanglantes. Sous peu, un ordre religieux exclusivement féminin sera découvert sur un lointain agrimonde. Ces femmes auront un impact certain sur les actions de Gauge-Vandir, dont le règne du sang se poursuit sans obstacle pendant encore de nombreuses décennies solaires, avant que ne s'élèvent des individus suffisamment forts et influents pour se dresser contre le haut seigneur fou et corrompu et mettre fin à son règne fait de purges et de massacres.